Bonjour et bienvenue pour ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va décortiquer un texte sociologique hyper intéressant qui analyse les cadres de pensée derrière nos débats idéologiques modernes. L'idée, c'est vraiment d'examiner de manière totalement neutre et impartiale une théorie fascinante qui explique comment notre société contemporaine perçoit ses propres fondations. C'est complexe, ça bouscule carrément pas mal d'idées reçues, mais promis, on va rendre tout ça super clair étape par étape. Allez, on s'y met. Bon, le plan de route est simple. On commence par définir le concept d'inversion accusatoire, ensuite on verra comment ça réinterprète notre histoire et nos structures, on passera ensuite par la fonction psychosociologique derrière tout ça, pour finir sur ce fameux effet boomerang. On attaque tout de suite avec la première section, le concept même d'inversion accusatoire. Alors qu'est-ce que c'est exactement? Pour faire simple, le texte décrit ça comme un mécanisme de projection et de bouc émissaire moral. En gros, on prend une institution ou une pratique qui, historiquement, a joué un rôle super positif ou essentiel pour la survie humaine et on la transforme en accusé principal. Au lieu de voir ces structures comme des outils d'adaptation qui ont fait leurs preuves, la société moderne les accuserait d'être la racine du mal. C'est un peu comme si on transformait nos vieux réflexes de survie en démons intérieurs qu'il faudrait à tout prix exorciser. Un vrai renversement de perspective. Ce qui nous amène naturellement à la deuxième section, comment ce mécanisme réinterprète l'histoire et la société. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est le contraste saisissant qui est mis en lumière par l'auteur. Prenons l'exemple du patriarcat. Historiquement, l'analyse rappelle que c'était un système purement basé sur la survie face à une nature brutale. Division du travail, protection, baisse de la mortalité infantile. Selon le texte, c'est ce cadre précis qui a permis d'accumuler la technologie médicale, menant ultimement à l'émancipation des femmes. Mais si on regarde l'accusation moderne, c'est l'inversion totale. Ce même système est souvent pointé du doigt comme l'oppresseur absolu et originel, en oubliant presque que les sociétés primitives fonctionnant différemment étaient souvent bien plus violentes. Autre exemple super parlant abordé, l'instinct national. À la base, préférer ce qui nous est familier et vouloir maintenir une cohésion sociale, c'est un réflexe évolutif classique lié à la survie de groupe. C'est la réalité adaptative. Mais aujourd'hui, avec l'inversion accusatoire, le simple fait d'évaluer objectivement les limites ou les coûts du multiculturalisme se retrouve souvent qualifié directement de fascisme. D'après l'analyse, en pointant des limites réelles, l'observateur devient le coupable désigné des conflits, ce qui permet de protéger le dogme d'une ouverture totale sans même avoir à en débattre. Et on retrouve cette même dynamique avec l'héritage occidental. Faut bien se rappeler que c'est l'Occident qui a mis en place l'espace juridique et scientifique permettant aujourd'hui la liberté d'expression, les universités et les droits humains. C'est le berceau de la critique. L'ironie profonde soulevée par le texte, c'est que les luttes modernes utilisent justement cet outil critique pour dépeindre la figure de l'homme blanc comme le coupable éternel. On transforme littéralement le créateur du cadre critique en l'obstacle principal à détruire. Passons à la section 3, où on va voir comment ça redéfinit l'écologie et nos fondations structurelles. Alors là, on touche à un sujet ultra actuel. Le document nous rappelle que l'élevage traditionnel, c'est le fruit de centaines de milliers d'années de coévolution. C'est résilient, ça maintient la biodiversité, bref, c'est une vraie synergie écologique. Mais face à ça, l'accusation moderne, portée par certains discours véganes radicaux, qualifie toute utilisation animale de violence inhérente ou de spécisme. L'auteur souligne un énorme paradoxe ici. Cette condamnation ferme totalement les yeux sur le fait que l'alternative, à savoir l'agriculture industrielle végétale, dépend massivement de modèles extractifs, de monocultures géantes et de transports très polluants. Du coup, le point crucial à retenir, c'est que ce mécanisme s'attaque méthodiquement aux piliers de notre société. La famille nucléaire, qui amenait de la stabilité, bim, accusée d'être oppressive. La méritocratie, qui sélectionnait par le talent, accusée de racisme ou de classisme au nom d'un égalitarisme forcé. Les frontières, la propriété, perçues comme des violences arbitraires. Et on n'épargne même pas la science classique, jugée parfois coupable de colonialisme épistémique. En gros, le texte avance qu'on sacrifie le progrès objectif sur l'autel de l'émotion. Ce qui nous amène à la section 4, la fonction psychosociologique derrière tout ça. Regardons d'un peu plus près comment ça s'articule en une espèce de boucle infernale. Étape 1, on diabolise une catégorie historique. Ça crée une vraie dissociation. Il faut absolument nier le rôle positif du passé pour garder la nouvelle idéologie pure. Ça entraîne l'étape 2, le corps social se fracture. Les groupes se dressent les uns contre les autres. Et c'est là qu'arrive l'étape 3, cette fragmentation tombe à pic, car elle légitime l'expansion du pouvoir. D'après l'auteur, l'État et les institutions se positionnent alors comme les seuls arbitres moraux capables de nous protéger de ces nouveaux démons. Plus on diabolise, plus on contrôle le jeu. L'auteur a d'ailleurs une formule philosophique super percutante pour décrire ça. Il parle d'une gnose inversée. Dans la pensée classique, le mal est souvent perçu comme un trait de la nature humaine universelle.
Mais là, c'est externalisé. Le mal est projeté sur des catégories ultra précises. La tradition, l'Occident. Résultat, ce dogme offre une sorte de salut religieux, non pas par une élévation spirituelle, mais par la promesse d'une déconstruction infinie de la société. C'est littéralement une quête de pureté absolue, sans fin. Et on arrive enfin à la dernière partie, la section 5, l'effet boomerang. Parce que oui, selon l'analyse, cette inversion accusatoire finit fatalement par se prendre le mur de la réalité en pleine face. Ça produit cet effet boomerang. Concrètement, ça se traduit par une immense fatigue civilisationnelle. Les coûts sociaux, l'anomie, la perte de repères deviennent trop flagrants pour être cachés. Conséquence directe, les narratifs dominants perdent toute légitimité. Et le vrai paradoxe, c'est que cette fragilité sociétale ouvre un grand boulevard à des systèmes beaucoup plus orthodoxes et traditionnels. L'auteur citant l'islam orthodoxe en exemple, des systèmes qui, sur leur propre terrain, refusent catégoriquement ces déconstructions de valeurs. Et ça illustre brillamment la question finale qui ressort de ce texte. Une société peut-elle réellement survivre et se projeter dans l'avenir si son seul et unique moteur est la critique acharnée et la déconstruction infinie des fondations qui lui ont permis d'exister? C'est une question provocatrice qui fait sacrément réfléchir, peu importe de quel côté on se place idéologiquement. Le but aujourd'hui, c'était vraiment de cartographier cet argumentaire pour mieux saisir les dynamiques invisibles de nos débats actuels. Merci d'avoir suivi ce décryptage avec nous et à très vite pour une nouvelle exploration.